d'importantes personnalités comme celle-là, évidemment, n'est-ce pas, nous réveillent de notre sommeil. Première statistique. Vous dites que nous réveillons de notre sommeil? Oui, parce que nous dormons, particulièrement les politiques. Entre 2012 et 2016, selon les statistiques du tribunal criminel spécial, le Cameroun aurait été délesté de 6 000 milliards de francs CFA. C'est ce que dit le TCS. Chaque année, le Cameroun produit plus de 100 000 Camerounais chômeurs et la plupart d'entre eux sortent des universités camerounaises. Le Cameroun a plus de 5 200 000 enfants à l'étranger. La plupart d'entre eux sont à la recherche d'une herbe beaucoup plus verte. Nous avons au Cameroun des personnes qui ont du mal à se soigner. Nous avons au Cameroun des personnes qui ont du mal à manger. Fort de tout ceci, je m'arrêterai là, fort de tout ceci, le prélat a pris ses responsabilités en tant que citoyen, en tant qu'homme de terrain, pour dire ce qu'il pense. Évidemment, on peut trouver à redire par rapport à cela. On peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est donc passé? Avons-nous été complices? Mais j'ai l'impression que dans les dires du prélat, il a refusé d'être complice d'une situation qui est de plus en plus compliquée. Voilà. Edmond Kouyaté, le monseigneur commun, on ne va pas dire qu'il tape du poing sur la table. Et je vais entrer chez vous par où sortir Eric Yombi. Il refuse d'être complice. Ça ne va pas, le Cameroun, ça ne va pas. D'où la sortie du prélat. Serge Alain, on n'a pas besoin de sortir d'une école particulière pour comprendre qu'il y a un mal-être, un mal-vivre sérieux dans notre pays, le Cameroun. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de s'appuyer sur quelques outils singuliers pour observer. Il suffit tout simplement, n'est-ce pas, d'observer, c'est-à-dire de faire ce qu'on nous a appris au CE1. Ça s'appelait la science de l'observation. Science d'observation, c'est-à-dire observer, analyser et déduire. Et donc, quand on a suffisamment observé la société camerounaise, du moins, même sans être un sociologue, on peut en déduire tout simplement qu'il y a un malaise profond, il y a un mal-être qui est profond, qui est sérieux. Et donc, le prélat commun a choisi tout simplement de prendre ses responsabilités, de ne pas s'évoluer dans un mutisme pathologique comme, n'est-ce pas, beaucoup d'autres le font. Il y a eu cette couardise que très souvent on exprime dans notre société en se cachant derrière une fonction qui peut-être nous obligerait un devoir de réserve, de ne pas nous prononcer, mais au demeurant, quelle que soit la fonction que nous occupons, il faut comprendre qu'on a d'abord une mission sociale, parce qu'on est d'abord un citoyen avant d'être prélat, avant d'être ceci ou avant d'être cela. On est d'abord un citoyen. Et vous savez, le citoyen, c'est la première institution. Et par conséquent, on est tous concernés par les problèmes de citoyenneté. Et donc, lorsqu'un pays comme le nôtre va mal, vous savez, la sortie du prélat arrive dans un contexte, c'est Eric qui le disait, dans un contexte où il y a une tension politique, où certains appellent à des manifestations, d'autres disent c'est une insurrection, pendant qu'eux ils disent que c'est des manifestations pacifiques, c'est qualifié d'insurrection par les autres, on veut renverser les institutions, on veut tout simplement marcher, on veut exprimer sa frustration, tout cela, et donc ça crée un sentiment, n'est-ce pas, je vais dire, de confusion dans d'autres sociétés, et si cela est mal géré, cela pourrait n'est-ce pas, arriver, nous amener à une situation d'explosion sociale, ce qui serait dommageable et regrettable pour notre société. Et donc, il me semble que dans un tel contexte, il est responsable, que dis-je, il est, n'est-ce pas, loisible pour quelqu'un de la stature du prélat de prendre ses responsabilités, de tirer la sonnette d'alarme et de dire « ça ne va pas ». Il faut faire quelque chose. Et justement, ça m'amène, n'est-ce pas, à notre sujet d'aujourd'hui, le système électoral. Au moins cela, c'est quoi le système électoral? C'est-à-dire tout ce qui encadre le processus, le choix des dirigeants dans une société. Oui, on y revient. Bon, voilà, le temps de accueillir déjà au passage Raoul Lemopi qui nous a rejoint. D'abord, vous, Raphaël Ndougou, on parle du timing. On sait qu'il y a des événements qui se préparent, voilà, on va le dire comme ça, et lorsque le prélat décide de monter au créneau pour parler, comme le titre l'indique, mon point de vue face à la situation politique de notre pays. On a vu des réactions au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jacques Famendongo, secrétaire à la communication du comité central,
Voilà un certain nombre de choses. Il parle de vérité grammaticale, vérité constitutionnelle et un tas de choses. Est-ce que le prélat n'a pas, il a dit Edmond, il n'a pas son mot à dire face à ce qui se passe, face à tout ce que notre pays connaît en ce moment comme désastre, on va le dire comme ça. En réalité, ces gens-là, lorsque le président de la République a pris le pouvoir en 82, il avait indiqué aux Camerounais que vous n'avez plus besoin d'aller au maquis pour exprimer vos opinions, et donc son opinion compte, quel que soit le timing, quel que soit ce qu'il a dit, son opinion compte, l'opinion de tous les Camerounais compte, lorsqu'il y a peut-être une situation ou encore des phénomènes comme ce que nous vivons en ce moment. Alors, je crois même que tous ceux qui sont pour, ou alors tous ceux qui comptent sur le président Biya, ou bien qui sont dans son parti politique, devraient, en réalité, s'en réjouir. Parce qu'autrefois, ce n'était pas facile, même pour les prélats, de s'exprimer. On sait quand même qu'est-ce que les prélats ont vécu dans ce pays, et même dans d'autres pays africains. Moi, aujourd'hui, le prélat prend la parole normale. D'ailleurs, c'est une autorité morale. Ces gens-là, si vous voulez, ces autorités-là rassemblent... Mais sorti qui n'est pas bien accueilli, favorablement accueilli dans... Oui, tout simplement parce que peut-être on estime que ce n'est pas... Parce que comme il y a les marches programmées, que c'est peut-être pour cette raison. Oui. S'il a choisi ce moment-ci, d'accord... Monseigneur, comme il dit justement, qu'il a été interpellé. Hein. Il dit qu'il a été... Oui, la question lui a été posée. Quelle attitude adopter face à ce qui est projeté? Dans tout notre côté, le président il a toujours accordé une place de choix à l'Église catholique assez responsable. Je crois même qu'il les écoute au quotidien, puisqu'il est président de la conférence épiscopale. Peut-être qu'ici, il a parlé comme évêque de Bafang, mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui est le président en exercice. Oui. Donc, en ce moment-là, lorsqu'il parle, il a certainement des éléments, peut-être non seulement de sa zone, et d'autres informations que certainement ses collègues lui donnent sur le terrain. Je voudrais vous indiquer tout à l'heure que l'Église catholique rassemble un certain nombre de Camerounais, si vous voulez, peut-être la moitié de la population, je peux me tromper. Parce que quand vous voyez, comme sur le plan associatif, ils ont plusieurs associations au sein de l'Église. Ça veut donc dire qu'ils ont le renseignement au quotidien. Maintenant, sur le timing, peut-être c'est ça qui pose problème. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est peut-être de rencontrer l'évêque. C'est chercher à rencontrer l'évêque. Parce que de toutes les façons, lorsque vous rencontrez l'évêque, si elle est responsable de notre pays, rencontre l'évêque, parce qu'ils ont en même temps la possibilité de sensibiliser. Je parlais d'éducation tout à l'heure. Ils peuvent sensibiliser au sein de l'Église lors des prédications pour expliquer peut-être le bien fondé, pour dire au pauvre Camerounais qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le chaos, puisqu'il a indiqué le chaos dans sa sortie, et qu'il estime que les gens ne travaillent plus pour la prospérité et le progrès de notre pays. Donc, si les autorités cherchent à rencontrer Abraham Koumé, et même la conférence, vous savez que depuis peut-être 2 ans, voire 3 ans, les évêques ne sont pas du tout contents de nos autorités, soyons sérieux pour le dire. Depuis que Monseigneur Bala est décédé à Bafia, il y a comme une psychose entre les autorités administratives et l'Église. Est-ce que l'Église catholique parle d'une même voix? On a vu après la présidentielle, Monseigneur Krida qui dit une chose, Monseigneur Jean Barga Yaoundé qui dit autre chose. C'est beaucoup plus dangereux à ce niveau parce que si il y a division au sein de l'Église, pendant que l'Église est là pour la doctrine et tout ce que vous imaginez, ça devient un problème. Mais j'estime quand même que ces gens-là reçoivent au quotidien, vous savez ce qu'on appelle à l'époque la confession. Les vieux prêtres qui sont arrivés au Cameroun, dans le cas de la confession, ont même tout pris parce que les vieux, nos ancêtres, allaient leur dire toute la vérité, même ce qu'ils ont fait dans leur maisonnée. Donc c'est pour ça que je vous ai indiqué que l'Église catholique, c'est pas les autorités de cette Église, on ne doit pas les prendre pour les moins que rien, mais sauf que la division dont je vous ai indiqué crée encore un problème. Mais honnêtement, quand il y a une société comme celle-ci, il vaut mieux ne pas aussi répondre au pif. Pour ma part, je me dis que il y a des démarches, il y a des possibilités de rencontrer ces gens-là et discuter et démontrer qu'ailleurs,
les hommes d'église ont été au centre des négociations, au centre de la réconciliation des peuples en Afrique. Et vous savez, candidat sur l'élection présidentielle en RDC. Très bien. Grâce à l'église. Et vous-même, vous savez que tout dernièrement, lors du grand dialogue national, de par le fait que les gens demandaient que Monseigneur Toumi soit là parce qu'il connaît telle ou telle chose, il a été président d'une commission. Ça veut dire que le président lui-même accorde une place particulière aux hommes d'église, aux autorités morales. Mais maintenant, ce qu'il y a eu de faire, c'est de voir quelle est la démarche, comment nos autorités se comportent avec les hommes d'église. Parce que à un moment jusqu'à relever les fautes de grammaire, tout ça. Bon, c'est sérieux ça? Vous savez, nous ne sommes pas des Français. Honnêtement, je dois m'exprimer ici en ma langue maternelle, si on pouvait se comprendre. Pourquoi faire ça, Monseigneur Commun? Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais je crois que avant d'être évêque quand même, on passe ce nombre de temps à l'école, appelé au baccalauréat, ainsi de suite, et ils ont leur formation en interne. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que les autorités administratives... Permettez-moi de continuer. Les autorités administratives... Donc l'église est sacrée, hein? Oui, mais ils ont été réduits à un moment donné. Je mets réduits entre guillemets à de simples dons d'argent. Vous avez compris? C'est-à-dire que il y a des gens qui ont été canonisés parce qu'ils donnaient beaucoup d'argent, parce qu'ils ont aidé à construire des cathédrales ça et là. Ça cause des problèmes. Ça fait donc comment nous gérons nos autorités morales au quotidien. Est-ce que c'est véritablement encore la doctrine? Est-ce que c'est véritablement encore pour Dieu? Ou nous le faisons par la force de nos moyens? Du coup, il y a un certain nombre de questionnements qu'il faut poser sur la table. Ok, voilà. Bienvenue une fois de plus, Raoul Lemopi. Je rappelle, vous êtes enseignant au lycée de Brazzaville, c'est ça? Oui, dans le 3e arrondissement de Douala, syndicaliste surtout. Hein? Raoul Lemopi, écoutez ce que dit Monseigneur Commun. Depuis un bon moment, notre pays ne vit plus dans la perspective de son progrès, mais dans le vertige d'un chaos grandissant. Monseigneur Commun, quel commentaire? Alors, merci Serge de me convier à cette réflexion. Je voulais dire bonjour à mon petit frère écolateur Stéphane qui m'accompagne aujourd'hui. Il a voulu voir les locaux de Equinox Télévision. Par rapport à la sortie de Monseigneur Commun, je vais dire que je vais m'abstenir de faire le procès de l'Église catholique ou bien de l'Église tout court pour mettre un accent. Il parle de la situation, pour mettre la situation politique de notre pays. Pour mettre un accent sur le contenu de ce qu'a dit Monseigneur Commun. Je crois que c'est ça qui est important pour nous. Alors, je pense que Monseigneur Commun, ce n'est pas un enfant. C'est pas un enfant. En tant qu'autorité morale et religieuse, ne peut pas se lever comme ça du pif et avancer des arguties. Une autre chose qu'il faut reconnaître, c'est que quand on parle des prélats, il s'agit des personnes qui sont au quotidien en contact avec les couches vraiment les plus vulnérables. Et si on parle en termes de représentativité des institutions religieuses catholiques, et même dans leur entièreté, on verra que dans les coins et recoins de notre pays, l'Église parfois est représentée là où elle était absent. Dans la région, par exemple, de l'extrême nord où moi je viens, j'ai eu à voir beaucoup de choses à voir. Pour dire que si on prend ces éléments-là et qu'on les met comme ça là, dans une logique de fin de règne, parce qu'on ne peut rien comprendre avant, indépendamment de cette logique de fin de règne, on va se dire que ce qui dérange, c'est parce que Monseigneur Commun parle maintenant. Et quand c'est quelqu'un qui est suffisamment averti, cela dérange un peu. En fait, ça dérange, n'est-ce pas, ça dérange les acteurs du statu quo. C'est-à-dire que ceux qui voudraient que les prochains leaders qui vont prendre en charge la gouvernance de notre pays reproduisent de manière chorale les mêmes dérives. Alors je crois que Monseigneur Commun a simplement donné un coup de pied dans la fourmilière. Et pour entrer dans le contenu, je crois que Monseigneur Commun parle, n'est-ce pas, de l'état du Cameroun comme un homme sans humanité. Ce qu'il veut dire simplement, c'est que le Cameroun, n'est-ce pas, a entre ses mains un monstre. Parce qu'il dit qu'on a affaire à un homme sans humanité. Et si on s'accorde à reconnaître que quand on parle d'homme, on voit déjà le prestige de la raison, la tendance, n'est-ce pas, à l'affectivité, au sentiment, à l'émotion, et que si ces qualités-là, qui font le propre de l'homme, arrivent à disparaître, c'est qu'on a, on a véritablement en face de soi des monstres. Et si on a des monstres, cela veut dire que le gouvernement qui constitue cette monstruosité est composé de démons. Je crois que c'est un peu ce que Monseigneur Commun est en train de dire. Et vous voyez, les mots
à mon sens, ne sont pas forts. Parce que, justement, ces mots touchent la réalité telle qu'elle se présente. On n'aurait pas choisi d'autres mots pour qualifier la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je crois que si on demande à quelqu'un de montrer un aspect de la vie sociale, la vie courante qui marche au Cameroun, on aura vraiment de la peine. Je crois que on peut dire que le discours de Monseigneur, la sortie de Monseigneur Commet, intègre ce que je peux appeler une sorte de logique une sorte de logique de la rupture. Parce que, disons-le aussi clairement, de moins en moins, les gens qui savent prennent sur eux de parler. Parce que ces gens ont peur. Ils ont peur de la répression. Ils ont peur, n'est-ce pas, qu'on tape les doigts ici, on tape les doigts là, par là. Pour moi, s'il faut dire quelque chose, c'est qu'il faut tirer un coup de chapeau à Monseigneur Commet. Et ces genres, n'est-ce pas, de force, ces genres d'énergie doivent se mettre ensemble afin que les cris qui sont lancés, n'est-ce pas, s'harmonisent, forment une sorte de symbiose et peut-être puissent entrer même à coups de marteau dans les oreilles des sourds. Ok. Éric Gambi, il dit, Monseigneur Commet, il pense que le refus jusqu'à ce jour de donner à notre pays un processus plus à même de porter aux responsabilités ceux que le grand nombre aurait librement choisi. Il parle là du système électoral qu'il faut revoir. On a vu, ça a commencé par les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile. Voilà que l'Église, Monseigneur Commet, l'évêque de Bafang, entre dans la danse. Ça veut dire qu'il y a un réel souci. La première chose que je dirais par rapport à ce qu'il a mentionné, c'est qu'en réalité, en démocratie, les élections arrivent comme un moment pour sanctionner, ou alors, si ce n'est sanctionner, ou alors faire en sorte que ceux qui ont bien travaillé bénéficient. Le problème au Cameroun, c'est que nous avons l'impression, si ce n'est la certitude, que ce mécanisme de sanction ou alors de récompense n'existe pas. Nous avons l'impression que l'élite gouvernante qui est au pouvoir s'arroge les privilèges et peut gouverner à vitam aeternam. Alors, à partir du moment où nous sommes dans une logique du pouvoir, où le peuple qui détient la souveraineté ne peut pas sanctionner ou alors récompenser, à partir du moment où on appuie trop sur la corde et qui embrasse trop fort et train, à un moment donné, les énergies vont se libérer parce que nous sommes forcément dans une dialectique du maître et de l'esclave. Le maître, lui, voulant conserver le pouvoir, et la population, à son tour, aimerait récupérer le pouvoir qui lui revient à partir du moment où celui-ci est souverain. Concernant les propos du prélat Abraham Commet, c'est certainement une invitation au gouvernement, au pouvoir en place, pour améliorer les choses en ce qui concerne ce processus électoral qui est tant décrié, ou alors ce système électoral qui est tant décrié. Mais nous ne sommes pas naïfs. Ne pointons pas seulement du doigt un pouvoir qui est mal, un pouvoir qui est de plus en plus fragilisé. La réalité est également celle-ci. Les partis politiques au Cameroun ont failli. Et s'ils ont failli, c'est parce qu'ils n'ont pas pu, en réalité, en général, la plupart des fois, se constituer en un ensemble de forces pouvant être une force motrice ainsi que devenir un paravent face à un pouvoir qui lui-même a envie de tout détenir. La réalité aussi, elle est celle-là. Donc je prends, dans une certaine mesure, ce que le prélat a dit, mais je complète en spécifiant que les partis politiques jusqu'ici, si ces partis sont suffisamment responsables, que désormais, étant donné qu'ils ont une mission particulière en Afrique, qu'ils prennent la peine de se mettre ensemble. Parce que s'ils visent la conquête et l'exercice du pouvoir, ils devraient s'entendre sur un paquet minimum. Les partis politiques au Cameroun ont la particularité de ne pas s'entendre sur grand chose. Et la population aujourd'hui qui est en pleine errance, et on comprend cette errance culturelle, économique, à travers évidemment une massive adhésion par rapport à ces églises du réveil, cette population qui est en errance aujourd'hui a envie d'un autre avenir. Les Camerounais méritent autre chose aujourd'hui. Alors, ça veut dire concrètement que, regardons du côté du gouvernement pour qu'il lâche du lest, regardons du côté des partis politiques, espérons que ceux-ci, pour une fois, vont se réveiller et proposer quelque chose. Mais surtout,
que la société civile joue son rôle d'éduquer les masses. Malheureusement, au Cameroun, elle est également achetée, comme certains hommes politiques. Mais je ne perds pas espoir, évidemment. Ok. Edmond Katé, réforme du système électoral, et comme a dit Éric Yombi, l'opposition également a sa part de responsabilité, parce que tout le temps on entend le pouvoir ne veut pas lâcher du lest, RDPC s'est taillé sur mesure et tout ça. Ils pensent qu'un regroupement des forces de l'opposition pourrait amener la ligne à bouger. Serge Alain, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur un aspect que vous avez évoqué qui, ma foi, est un peu caractériel du zèle débordant, de la grandiloquence et même, n'est-ce pas, de la condescendance. Oui, parce que, écoutez, laissez le fond du message du prélat pour aller s'attarder sur la faute, sur les fautes, oui, sur la forme, et souligner à grands traits les fautes de grammaire. Il me semble que cela a été fait, c'est le fait, n'est-ce pas, d'un de nos ministres qui se revendique, n'est-ce pas, d'être sémiologue. C'est bien, c'est là le monstre. Il est sémiologue, mais je dois rappeler que tout le monde n'est pas sémiologue. Tout le monde n'est pas sémiologue. Et je dois dire également que personne n'a la science infuse, parce que j'ai souvenance qu'il n'y a pas de vidéo autant virale, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, mettant en exergue les bourgs, les méprises, n'est-ce pas, de ce monsieur, de ces ministres-là. C'est hier encore qu'il parlait, n'est-ce pas, de l'unité de mesure, n'est-ce pas, de la bande passante en termes de mégawatts. Il y a quelque temps, il nous parlait des gels hydroélectriques. Et je vais m'arrêter là, parce que c'est nombreux. Et donc, pour dire qu'il faudrait qu'on ait, n'est-ce pas, c'est tout ça qui détruit un peu notre société. Ça pollue un peu notre société. Il faut arrêter avec ça. Ces ailes-là, où les gens sont pédants, sont prétentieux, sont condescendants et arrogants, donnent l'impression d'avoir la science infuse. Et pourtant, lorsqu'on les observe sur des questions importantes, sur des questions, ma foi, lorsqu'un ministre, tout est ministre, chancelier des ordres académiques, en Mondovision, parle de mégawatts, et c'est tout le monde entier qui entend ça. C'est notre ministre, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur, qui ne connaît même pas l'unité de mesure d'une bande passante et qui parle de mégawatts et qui doit venir, n'est-ce pas, après reprendre, n'est-ce pas, monseigneur, je vais dire l'évêque Commet, alors qu'il y a un fond de son discours sur lequel il faut s'apaisantir et voir quelles sont les réponses à y apporter. Je dis, ça frise le ridicule et nous n'avons pas besoin de cela. Et pour revenir à votre question, je comprends un peu Éric Yombi lorsqu'il appelle, n'est-ce pas, un rassemblement des partis d'opposition. Je veux lui dire, pour moi, ça relève de l'utopie. Parce qu'il faut... Carrément. Non, ça relève de l'utopie, je n'y ai jamais cru. Oui. Parce que pour qu'on se rassemble, il faudrait qu'on ait il faudrait qu'on s'accorde sur un minimum. Qu'on ait une même vision. Et il faudrait qu'on ait un minimum en termes de vision. C'est-à-dire que quelque chose nous rassemble. Mais en réalité, je mettrais quiconque à défi de me dire dans le landerneau politique aujourd'hui, sur la kyrielle de 300 partis politiques qu'on a au Cameroun, je mettrais quiconque à défi de me dire avec exactitude et sans le moindre risque de se tromper quel est le parti d'opposition et quel est le parti satellite au parti du régime. Donc, vous ne pouvez pas le savoir. Et dans ce contexte-là, n'attendez pas qu'il y ait un jeu, n'est-ce pas, d'union entre les partis d'opposition. Ce n'est pas possible. La seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que il faudrait qu'on puisse mettre en place, dans notre système électoral, qu'on puisse mettre en place un nombre, n'est-ce pas, d'institutions qui relèvent d'un minimum de consensus. J'ai dit un minimum de consensus. Je ne dis pas qu'on peut s'accorder sur tout, mais je dis qu'il y ait un minimum de consensus. Il me semble que notre pays en ce moment traverse quand même un moment assez grave, ou caractérisé par une forte tension, qui risque, si on y prend garde, ça risque d'aboutir à une confrontation. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Je souhaite que mon pays, malgré tout, garde sa cohésion sociale, mais je dis, dans
tout ce qui explique cette situation, il me semble qu'il y a la crise encore post-électorale de 2018. Il y a encore un parti qui estime qu'on lui a volé ce qui était son résultat, à tort ou à raison. Mais c'est tout simplement la preuve qu'au départ, il n'y a pas eu un minimum de consensus en ce qui concerne les organes en charge de l'organisation et de la régulation, n'est-ce pas, de nos élections, des élections dans notre pays. Et donc, je pense que si aujourd'hui, on veut avoir des dirigeants qui soient le reflet du choix des votants, c'est-à-dire des personnes qui ont porté leur choix sur quelqu'un en disant son projet de société ou alors son discours répond à minima à nos aspirations, à ce que nous attendons, au type, n'est-ce pas, de société que nous voulons avoir. Si on pouvait avoir ça au Cameroun, cela ne peut être que le fait, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'institutions consensuelles. Le problème, il faut bien le comprendre, il ne suffit pas d'avoir les institutions dans un pays. Les institutions, il devrait avoir entre le peuple et les institutions le même niveau de confiance qui existe, n'est-ce pas, le même niveau de confiance qu'il y a, par exemple, d'un bien économique. Vous savez, Serge Alain, il ne suffit pas d'avoir un billet de banque sur lequel est marqué 10 000 francs ou 5 000 francs. Mais il faudrait que si on vous détermine un bien comme ayant valeur de 10 000 francs, quand vous sortez ces 10 000 francs-là, il faudrait qu'on puisse vous donner le bien en échange. Imaginez-vous une situation dans laquelle on vous dit c'est bien à valeur de 10 000, mais lorsque vous sortez le billet de 10 000, on vous dit qu'il ne vaut pas, il ne vaut rien. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que l'institution émettrice de ces billets-là ne vous a pas, vous a menti. Et c'est ça très souvent le problème. Lorsque nous avons certaines institutions, certains organes qui ont la charge d'organiser ou de réguler, n'est-ce pas, les élections, et qui, ma foi, ne jouent pas ce rôle-là, et très souvent oblige les acteurs politiques à verser dans les travers de la contestation, dans des, je veux dire, dans tout ce que nous assistons aujourd'hui, ça crée un malaise profond dans notre société. Ce n'est pas bon. On ne peut pas avoir raison tout seul. On a besoin d'avoir raison avec les autres. Et donc, pour qu'on ait raison avec les autres, il faudrait qu'on invite ces gens-là à la table pour leur demander qu'est-ce qui vous ferait plaisir, comment auriez-vous voulu que la chose se fasse, qu'ils donnent leur avis et qu'in fine, on réussisse à aboutir à ce que j'appellerais un consensus et qu'in fine, que tout le monde puisse dire nous avons décidé ensemble. Si ça ressemble, que si c'est bon de par notre volonté commune. Si c'est mauvais de par notre volonté commune. Ma foi, je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir, que ce soit un code électoral qui soit bon, qui soit accepté de tous, que ce soit, je vais dire, une organisation, n'est-ce pas, de gestion des élections et les CAM qui soit bon, ou alors que ce soit tout simplement une cour constitutionnelle, juge, n'est-ce pas, électorale, qui puisse donner des résultats ou alors des verdicts qui rassurent. On va contester. Voilà. Et là où le... Voilà, merci de me passer la parole. J'ai suivi avec beaucoup de délectation, elles m'ont inquiété. Mais j'ai comme l'impression, c'est mon impression, qu'il s'agit d'un discours vraiment très idéaliste. Parce que je dis très idéaliste. Pourquoi idéaliste? Moi, je crois que pour bien comprendre le problème du Cameroun, il faut qu'on fasse la différence entre une république d'institution et une république d'acquisition. L'État du Cameroun, la République du Cameroun, ne s'est pas construite à la suite, n'est-ce pas, d'une âpre lutte. La preuve, ceux qui ont essayé de lutter ont été systématiquement matés. La République a été instituée et remise entre les mains de ceux qui n'ont pas lutté. Il faut qu'on s'accorde d'abord là-dessus. À partir du moment où c'est le colon qui a remis la République entre les mains de ceux qui n'ont pas lutté, il faut déjà aussi savoir que le colon va définir les mécanismes institutionnels pour fermer le jeu politique. Parce que quand on parle par exemple du système électoral, le système électoral c'est quoi? Disons cela simplement à nos téléspectateurs. C'est simplement la manière dont un peuple décide soit de choisir ou de désigner ses représentants. C'est-à-dire ceux qui vont porter la charge de la gouvernance de la cité. Or, dans le cas du Cameroun,
on doit se poser la question, à qui profite le système électoral actuel? Justement à ceux qui sont au pouvoir. Il ne faut donc pas s'attendre qu'à la suite, n'est-ce pas, d'une sorte de magnanimité, ou bien que le Saint-Esprit frappe leur cœur, qu'ils décident de remettre le ballon au centre et se dire, venons s'asseoir, on commence à arranger les choses pour que désormais, quand on dit les élections, voici ce qu'on va faire. Mais pourquoi au Cameroun, ça relève de l'utopie? On a vu chez nos voisins se réaliser. C'est-à-dire que le président appelle la classe politique pour discuter d'un certain nombre de choses. Pourquoi au Cameroun, ça relève de l'utopie, pratiquement? Je vais reprendre la question. En fait, dans d'autres pays, les choses sont passées à la suite d'une après-lutte. Qu'on cesse d'illusionner les Camerounais sur le fait que le Saint-Esprit a frappé le cœur de ceux qui profitent d'un système électoral taillé, n'est-ce pas, sur mesure. La seule porte actuelle, c'est la lutte. Il faut avoir le courage de le dire. Qu'on ne dise pas peut-être que moi j'essaie d'aller à l'insurrection. Parce que moi, je ne peux pas appeler toute la République, n'est-ce pas, à se lever. Mais quand même, l'insurrection commence par être morale. Il faut que les gens apprennent à dire non. À quelque niveau où ils se trouvent. Je prends un exemple simple. Vous arrivez dans une brigade de gendarmerie, on vous dit que pour valider votre plainte, il faut dépenser 10 000 francs, donner 10 000 francs à l'enquêteur. Commencez par dire non. Le non ici est d'abord une réaction contre une violence extérieure. Et c'est ce qu'il faut au Cameroun. Les Camerounais font l'expérience de la violence au quotidien. Et ne pensons pas que, à la suite d'une sorte de messianisme politique, certains évangélistes vont venir dire bon, nous on a tellement volé, on a tellement détourné, la corruption nous a tellement profité que maintenant, bon, nos enfants peuvent rester au même niveau que les autres enfants de la plèbe. Ça ne peut pas se passer. Montre-moi un pays dans le monde où les monarques ont décidé par eux-mêmes de tuer la monarchie. Tout s'est joué au niveau de ce que j'appelle un rapport de force. Si le rapport de force n'est pas clairement nourri, s'il n'est pas clairement mûri, si les gens ne s'engagent pas dans l'esprit de la lutte et pensent que les salamalek au quotidien vont être la clé qui vont supprimer toutes les formes de réinflation, je vous dis non. Ça c'est impossible dans le cas actuel. Regardez seulement, il y a un parti qui a annoncé les marches pour 22. Je vois dans les réseaux sociaux une sorte d'agitation qui ressemble un peu à une sorte de striptease militarisée. On présente tel engin militaire, on présente tel groupement, tel bataillon, tout cela. Mais c'est ça le rapport de force. Ceux qui sont en face, qui profitent du système électoral, utilisent l'administration à des fins politiques et veulent laisser comme l'impression que l'administration, c'est les institutions. Attention, une constitution qui n'est pas consensuelle, à mesure n'est pas une constitution. C'est un ensemble d'éléments comme ça, d'agencement, pour permettre à certains de continuer à profiter du labeur des autres. Parce que dès qu'il n'y a pas de consensus, et le consensus ne peut être spontané, le consensus, n'est-ce pas, n'est que l'aboutissement d'une après-lutte. Si les gens refusent de lutter, vraiment, ils ne doivent pas imaginer une possibilité où les ministres vont arrêter de mettre les enfants partout, les directeurs vont arrêter de mettre les épouses partout. Mais puisque, en fait, est-ce qu'il y a un contre-courant qui va amener le directeur à ne pas mettre son enfant qui est médiocre ou bien ceci ou cela? Moi, je dis, c'est la lutte. Ceux qui n'ont pas compris que c'est la lutte, ils continuent, n'est-ce pas, à faire dans le messianisme. Ça ne peut pas marcher au Cameroun. Alors, je ne sais pas si vous permettez que, rapidement, je place un mot à sa suite. Vous savez, le Cameroun est un pays particulier parce qu'il n'y a pas chez nous la culture du consensus. L'État est né au Cameroun dans la douleur. L'État n'est pas né au Cameroun à la suite d'un consensus. Dans le génotype, dans la fonctionnalité, la technologie de l'État au Cameroun, il n'y a pas le consensus. Dans des pays plus avancés démocratiquement, le chef de l'État, en début d'année, ou alors lorsqu'il y a une crise, réunit les responsables des différents partis pour discuter et demander leur avis par rapport à un certain nombre de situations. Avez-vous souvenance que ça s'est passé au Cameroun? Pas du tout. Maintenant, Edmond a parlé d'utopie au sens de l'opposition politique. Oui. Je rappelle ceci, lorsque vous suivez l'évolution politique du Cameroun, la seule fois
où le gouvernement a cédé par rapport à un certain nombre de questions, c'était lors de la tripartite en 1991. Lorsque l'opposition s'est réunie et elle a décidé qu'ensemble, seulement ensemble, elle faisait front face au gouvernement représenté par Hayatou. Et cette opposition avait dit, Monsieur Hayatou, tant que vous n'inscrivez pas certains éléments à l'ordre du jour, nous partirons tous. Et aujourd'hui, si nous bénéficions de cette décentralisation, même si elle peut être contestée, ce sont les fruits de la tripartite, parce que cette opposition avait décidé d'être ensemble. N'entendons pas par opposition tous les partis politiques et n'entendons pas par opposition une unité politique. Ce qui n'est pas possible, mais tout simplement un ensemble de personnes qui décident d'avoir une plateforme commune, des éléments matériels sur lesquels on peut s'appuyer et négocier avec le camp d'en face. Alors, j'aimerais terminer avec ceci. Ça peut être des mots durs. Il n'existe pas de changements qui se font dans l'affection. Les changements politiques se font dans la douleur et c'est sur la base d'un rapport de force. Il appartient aux Camerounais, y compris les gouvernants, y compris l'opposition et la société civile, d'inventer le modèle qu'ils souhaitent pour leur pays. Et ça ne se fait pas dans la douleur, parce que le prince ne donne pas le pouvoir. On arrache le pouvoir au prince. Raphaël Ndougou, il a parlé, Eric Yombi, il dit qu'on n'a pas souvenance que le pouvoir a essayé à un moment de regrouper la classe politique pour débattre des questions qui minent notre pays. Pourquoi au Cameroun, on n'arrive pas à ce schéma-là? Je crois qu'il y a à peine un an, le grand dialogue national, c'était pour faire quoi? Non, tu parles des leaders politiques et le chef de l'État. Les partis politiques étaient... Non, le chef d'État, c'est... On parle de la classe politique. La classe politique oui, comme on était quand le même voit. Avec le Premier ministre. Si la classe politique avait... on ne parle pas du Premier ministre, Raphaël. Je continue. Je sais qu'on ne parle pas du Premier ministre. Mais si tous les partis qui avaient été invités étaient là et posaient comme condition que nous voulons le président de la République, sinon on ne continue pas. C'est ce qu'il a dit. En fait, il dit que c'est quand tout le monde est là que ça peut se résoudre. Puisque certains partis politiques y étaient, celui de l'opposition, d'autres pas. Donc du coup, c'est comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, si l'Église catholique ne parlait pas d'une même voix, c'est comme si, en opposition, chacun a ses intérêts, on va dire, personnels. Et du coup, je vais citer Abraham Comé. Il dit, tous les citoyens de bonne volonté au Cameroun, qui sachent qu'ils ne sont pas faits pour se préoccuper d'eux, mais des autres, donc du peuple. Cela ne concerne pas seulement le président Biya, ça concerne même les leaders des partis politiques. Parce que certains leaders aussi pensent que c'est seulement eux et non les autres. Ça dit que c'est seulement lui. Parce que quand on parle du système, du code, tout ce que vous voulez concernant le code électoral, mais attendez, s'il y avait eu le veto au départ, je le dis clairement, ça dit que si tous les partis d'opposition refusaient d'aller par exemple à l'élection présidentielle, comme certains partis avaient refusé, peut-être le pouvoir allait se dire non, aux yeux des autres, il ne faut pas que le seul parti soit à l'élection présidentielle. Sinon, il y a un problème. Peut-être le pouvoir pourrait céder. Mais à partir du moment où chacun parle de sa voix, certains ont dit qu'ils ne partaient pas. Même si je vois aujourd'hui que ceux qui ont dit qu'ils ne partaient pas à l'élection présidentielle sont déjà alignés avec le parti qui parle des masses. Et il y a un problème. Et il y a un véritable problème. Et moi, je crains une chose, parce que quand Raoul parle de la lutte, effectivement, nos ancêtres, les Oumniobek, tout le monde venait, avait dit qu'il n'y aura plus d'effusion de sang au Cameroun. Il faut tenir compte de nos ancêtres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tout le monde ne peut pas être unanime, même quand on est dans nos familles. Mais au moins, pour une direction, on peut regarder ensemble vers la même direction. Vous croyez qu'aujourd'hui, après l'élection présidentielle en 2018, où justement le parti là y était, l'élection législative est arrivée, d'autres partis y sont allés et ont eu des députés. Le parti en question a refusé d'y aller. Et il y a un problème. Est-ce que c'est seulement le leader qui veut qu'on parle de lui, ou alors il peut quand même tenir compte des autres? Parce que si aujourd'hui, ceux qui ont bataillé en 91, sur la tripartite, avec la décentralisation et autres, beaucoup ne sont même plus en vie. Ceux qui sont même là encore en vie n'ont rien eu. Je crois que vous avez l'exemple du vice-président de l'UDC, qui vient de démissionner, l'ex-vice-président. Il devait avoir quoi? Mais ils ont bataillé, même sur le plan politique.
Ils n'ont pas réussi même à être peut-être députés ou quelque chose comme ça, mais ils l'étaient parce qu'ils étaient à la tripartite. C'est-à-dire que quand vous avez revendiqué avoir quelque chose, je ne pense pas ici aux nominations, mais je voulais dire que vous avez bataillé pour quelque chose. Donc, peut-être au sein de son parti, il pouvait quand même être élu peut-être comme député. Maintenant, ce que nous devons retenir, c'est que même l'église catholique dont on parle, je vous l'ai dit, cette église-là a le rôle. Si on explique aux Camerounais que voilà, il y a des systèmes, il y a des manières de changer les choses. L'une nous amène à changer les choses. Si nous sommes à peu près 25 millions, je le dis toujours ici, et on a à peine 9 millions d'électeurs, il y a un problème. Non, ça veut dire qu'à ce niveau... Raphaël, oui. pour arriver à l'urne, on ne va pas dire l'ultime étape. Il y a déjà les dossiers. Constituer son dossier de candidature. Vous avez vu ce qui s'est passé en février. Certains sous-préfets désertent, d'autres maires. Non, je dis que ça, c'est peut-être un point, c'est trop loin, l'urne. Si déjà ça commence à bien faire pour signer des documents à gauche, à droite et tout ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà pour reformer le système. J'étais assis sur le fauteuil où Raoul est là à l'entame de l'élection législative et municipale, oui, où nous avons évoqué le sujet des maires qui avaient abandonné et des sous-préfets qui tardaient de signer les documents administratifs. Nous avons dit que ce n'était pas normal en démocratie. Nous le disons, ça parce qu'à un moment donné, on croit travailler pour le chef de l'État. Que non, qu'on est en train de verrouiller même. Et à un moment donné, on ne parle plus de ce sous-préfet, on parlera du président de la République. Parce qu'en fait, quand nous l'avons dit, attendez, on n'a pas peur d'aller aux élections avec les autres. Ce qui est là, c'est que permettez à tout le monde de pouvoir ficeler son dossier et déposer. Et que le maçon soit jugé au pied du mur. C'est pour cette raison que je continue à avancer en disant que non. On a d'abord l'inscription sur les listes. Ensuite, maintenant, on a ce qu'un autre leader appelle sécuriser son vote. À un moment donné, chez nous, il n'est pas toujours normal d'appeler les gens lorsqu'on veut marcher. Il faut quand même appeler les gens au moment où vous pouvez les éduquer sur les affaires politiques, sur les affaires de la cité, pour dire que non, si nous on pense à faire, voici ce que nous allons faire pour vous. Parce que si on finit de marcher là maintenant, et que rien ne change, on aura perdu le temps pour rien. Alors que si tout le monde allait aux élections législatives, je crois quand même qu'il pouvait avoir le contrepoids à l'Assemblée nationale. Donc, le code électoral, il faut la pression, je suis d'accord qu'il faut le toiletter. Mais maintenant, est-ce que c'est avec les marches qu'on va dire allons le toiletter? Est-ce que c'est pour l'élection des délégués régionaux qu'on va le toiletter? Mieux l'élection passe et on parle donc du code électoral après, puisqu'on avait d'abord fait deux autres élections. Donc moi je dis que sur ce point-là, je suis donc d'accord sur le rôle de l'opposition, parce que l'opposition parle, comme on dit dans mon village, les voix des balafons. Do, ré, mi, fa, sol, tout ce que vous connaissez. C'est ça le vrai problème. Mais aujourd'hui, je vois quand même certains qui veulent se rallier, parce qu'on estime que si on marche, peut-être que les choses peuvent changer. Peut-être ça peut changer, mais comment est-ce qu'on marche? Qu'est-ce qu'on veut? C'est même peut-être pour cette raison que la sortie de Monseigneur Comé dérange. Peut-être parce que certains estiment que non, pourquoi ils viennent parler de ça maintenant? Mais il n'y a pas un moment pour parler de ça. C'est pour ça que je reviens pour dire que nos autorités doivent toujours prendre au sérieux lorsque une personnalité comme celle-là sort pour dire que non, peut-être autour du Premier ministre, avec d'autres ministres, la conférence épiscopale s'assoit pour discuter. Puisque ces gens-là, je le répète, sont au parfum des problèmes basiques de la société. J'aime bien les analyses de mon ami Edmond, parce qu'en réalité, nous avons eu l'affaire de Covid-19. Et qu'est-ce que ça nous a apporté aujourd'hui? Quand vous avez un salaire de 100 000, vous avez des sollicitations à hauteur de 40 000. Si nous allons marcher là et qu'on ferme des commerces, qu'on fasse ceci, c'est le Cameroun lambda qui va souffrir. Pour parler, est-ce que vous croyez que quelqu'un, tout le monde est capable de supporter la lutte pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours? Les Camerounais n'ont pas cette culture-là. Il faut faire la politique autrement maintenant. Il y a beaucoup de Camerounais, même dans le parti au pouvoir, qui veulent le toilettage de ce code. Ça, je peux vous le garantir. Ça n'aide pas seulement au moment où on va le toiletter les partis d'opposition. Mais il faut seulement une démarche. Je vous assure que si ces gens-là avaient décidé de ne pas aller à l'élection présidentielle, je crois que quelque chose pouvait être fait. Mais à partir du moment où ils sont allés,
Et il y a un problème. Donc, pour ma part, je crois que le président a essayé, avec le plan dialogue national, et je vous ai cité le cardinal Toumi, que tout le monde a revendiqué ici, qui devait être là pour parler du problème de nos eaux. Attendons donc, puisque beaucoup ont évoqué cette affaire de code électoral. Attendons, mais entre-temps, il n'est pas évident de mettre sur pied ou alors de mettre en œuvre les recommandations alors qu'on n'a pas encore la paix là-bas. C'est tout ça le vrai problème. Ok. Voilà. Edmond justement, il y a un monseigneur commun qui dit à un niveau de sa tribune que le désespoir est mobilisateur. C'est tellement vrai. Tellement vrai, vous dites. Mais je dis c'est tellement vrai que je suis un peu ahuri lorsque les gens veulent réduire l'analyse de notre situation politique actuelle, sociopolitique actuelle, uniquement à travers l'appel du MRC. Je leur dis, vous faites erreur. Il faut faire très attention. Il y a un niveau de déshérence. Mais il y a un niveau de déshérence, de misère, de chômage, de pauvreté rampante dans notre pays aujourd'hui, tel que, si on y prend garde, le moindre appel, même celui qui appelle à la mobilisation, pourrait très rapidement perdre le contrôle sur les choses. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la misère, la pauvreté, le chômage, la déshérence, tous ces ingrédients-là constituent, n'est-ce pas, je vais dire, un carburant très volatile et très inflammable dans notre pays, tel que une moindre petite étincelle pourrait entraîner une implosion qui va très vite être débordante. Parce que j'ai souvent observé un peu, vous savez que je suis dans le secteur, j'ai observé un peu dans la ville de Douala. Tenez, j'ai pris la peine d'aller de marché Sandanga, vous devez connaître, entre marché Sandanga et le rond-point. On appelle ça rond-point de la douane. Ce secteur est reconnu comme étant un foisonnement commercial et industriel. Mais figurez, faites le tour, c'est moins d'1 kilomètre. Vous allez vous rendre compte qu'il y a au moins 15 magasins qui sont fermés. J'ai dit 15, c'est-à-dire entre Staval, parce que quand vous êtes au marché Sandanga, le premier c'est Staval, et le dernier ça doit être Batirama. Entre Staval et Batirama, vous avez 15 magasins qui sont fermés. Staval est fermé, Cassep est fermé, la boulonnerie est fermée, Matlek est fermé. Toutes ces sociétés employaient au minimum 5 personnes. Alors faites vite le calcul. Si vous faites 5 fois 10, ça fait minimum 50 personnes. Alors il y avait des sociétés qui employaient une dizaine. Alors vous voyez très vite. Ça veut dire qu'il y a un malaise profond. Et vous savez, à un moment donné, un homme politique peut être comme un cadavre, entre guillemets. Vous savez, observez dans les maisons de deuil. Vous savez, un cadavre peut être couché et tous ceux qui viennent pleurent très fort. On croit qu'on pleure ce cadavre, mais chacun pleure son propre cadavre. Voilà, merci Edmond Curtis, c'est l'heure du journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous vous invitons à la découverte de la gare routière située à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Là-bas, l'activité du transport interurbain est morte, notamment ceux qui assuraient la liaison Douala-Bamenda. Les voyageurs se font rares, même les transporteurs ont peur de pouvoir s'engager sur la route, une route réputée dangereuse en raison de l'insécurité grandissante dans le chaudron de la crise anglophone. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Vous suivrez également la réaction du collège des avocats de Sisikou Ayuk Tabé. Sa condamnation à vie a été confirmée à la cour d'appel, ainsi qu'une amende record à payer à l'État du Cameroun, pendant que ses avocats dénoncent un procès inique et le non-respect des droits de leurs clients. Au même moment, la situation reste encore fragile dans le nord-ouest. Vous verrez comment les autorités administratives tentent de se mobiliser pour une campagne en prélude à la rentrée scolaire sur les braises de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans la page internationale du 20h, nous irons en Guinée-Conakry et nous irons également en Côte d'Ivoire pour voir l'ambiance préélectorale à quelques semaines des campagnes présidentielles dans ces différents pays, là où les présidents sortants ont encore mis en jeu leur mandat et comptent briguer également un nouveau mandat à la tête de leur pays. Ils seront face à de nombreux candidats. Qui sont-ils? Comment les différents acteurs politiques s'affrontent dans cette ère de pré-campagne électorale? Élément de réponse
dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres par les équipes, toutes les équipes rédactionnelles d'Equinos Télévision. Ce sera tout à l'heure dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinos Soir, deuxième partie. Retour sur le plateau Equinos Soir. Nous sommes donc partis, madame, monsieur, pour la deuxième partie Equinos Soir. Le temps du débrief, toujours en compagnie de Raphaël Ndougou, Raoul Lemopi, Edmond Kouyaté et Eric Yombi. Eric Yombi, l'UNDP qui décide de participer au régional, le septentrion et à l'Est. Voilà qu'une section décide contre l'avis du parti de ne pas aller. C'est quoi? C'est un cas d'indiscipline caractérisé? Comment vous appelez ça? Je dirais pas insurrection, pas du tout, c'est pas l'insurrection, quoi qu'il en soit. Non, mais je dirais tout simplement que certains partis politiques vivent un malaise profond et évidemment c'est à l'image du Cameroun. Le fait que le Cameroun soit lui-même malade aujourd'hui, c'est la preuve que le Cameroun est également malade de ses partis politiques. Le Cameroun est également malade de son administration ou alors de ses administrés. Alors, dans le reportage, nous avons tantôt suivi que l'une des personnes, en tout cas disant que les revendications, les griefs qui ont été portés, n'est-ce pas, au ministère de l'administration territoriale jusqu'ici, n'ont pas été satisfaits malheureusement. Ce qui pose une question profonde et qui est relative à ce que nous avons dit tantôt ici, à savoir un pouvoir de Yaoundé qui est complètement autiste par rapport à certaines revendications. Peut-être devrons-nous dire aussi, une fois de plus, que les élections sont un rendez-vous politique important où la population décide de choisir ceux qui vont présider, n'est-ce pas, aux destinées de la nation. À partir du moment où ce rendez-vous est biaisé, du coup, ça pose un certain nombre de problèmes. Vivement, en tout cas, c'est mon souhait, que les choses entrent dans l'ordre et que la paix sociale soit bien sûr rétablie. Raphaël Ndougou, comment on gère ce genre de situation? Ils doivent s'inspirer de la commission de Songhai? Non, mais c'est deux partis bien différents. Mais c'est votre allié. Oui, mais l'allié ne suffit pas que... Aliéné, comme dit Didier Yukwa. L'allié ne peut pas dire aliéné, Didier Yukwa. Je crois que... Ils peuvent copier chez vous, non? La commission vient de se... Peut-être pas forcément. En sanctionnant, là. Encore que copier, j'ai toujours pensé que quand il y a un problème... S'inspirer de la commission de Songhai. Quand il y a un problème, il faut voir d'où on a trébuché avant de voir où on tombe. Si ces gens-là se sont levés aujourd'hui pour dire qu'ils ne vont pas aux élections parce que le grand chef là-bas leur cause un problème sur le plan politique et qu'ils ont posé les préalables, peut-être qu'il fallait créer d'autres chefferies de premier ou de deuxième degré, alors leur leader aurait également dû faire accélérer les choses pour cela. Et ça me ramène, moi aussi, à penser qu'il va falloir revoir cette affaire de chefferie traditionnelle. Parce qu'il y a des départements qui n'ont même pas de chefferie de premier degré. C'est-à-dire que d'où je viens, la Réunion et Sceaux, ça n'existe pas. On n'a que les chefferies de deuxième degré. Donc, si les populations ont posé ce problème, il faut voir ça dans son entièreté. Mais ce qui peut déranger, c'est que lorsqu'il y a une lettre comme celle-là ou une correspondance, et puis il n'y a pas de retour, on n'explique peut-être pas aux populations que voilà, ça cause un problème. Même si nos frères musulmans ont leur comportement sur le plan de la chefferie traditionnelle, qui est peut-être différent du nôtre, mais il faut quand même expliquer, il faut s'asseoir avec des responsables, parce qu'on savait que les premiers degrés là-bas sont également des chefs religieux. Donc tout cela, nous on ne connaît pas. Mais maintenant, s'ils décident de ne pas y aller, et que le leader de leur parti n'a pas encore dit mot, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que l'administration va prendre des dispositions pour chercher, on ne peut même plus créer des chefferies là maintenant, mais pour voir dans quelle mesure on peut résoudre ce problème dans l'avenir. Donc, dire qu'ils vont venir faire comme au LDPC, ce n'est pas forcément cela, mais je crois qu'il y a aussi des textes et des règlements dans leur parti. Mais n'oublions jamais que quand on va aller vers la sanction,
il faut toujours s'interroger. Est-ce qu'après la sanction, on résout le problème pour lequel on a sanctionné les autres? Est-ce que ce qu'ils ont posé comme problème n'est pas réel? Je ne voudrais plus rentrer en arrière, mais vous pouvez suivre mon regard. Parce que si les gens sont sur le banc des accusés, ok, ils sont sanctionnés, mais maintenant, est-ce que le message est passé? Est-ce que dans l'avenir, on va éviter que les gens soient sanctionnés? Donc il faut que les partis politiques soient à l'écoute de leurs militants. Ça passe par des organisations, ce qu'on appelle des conférences de section. On voit que c'est une section qui a décidé de ne pas aller, c'est je crois dans le Maoré. Donc, est-ce que le responsable au niveau là-bas a sollicité peut-être l'arbitrage de leur leader, je ne sais pas. Donc tout ça verrouille. Non, c'est depuis un bon bout que Célestin Yandal se plaint de cette situation. Hein. Il a même dit, il a dit dans le reportage de Xavier Faucon. Le fait de ne pas toujours se concerter avec les militants, l'ensemble des partis politiques, ça verrouille, ça crée des frustrations. Il y a des frustrations dans tous les partis politiques au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez le foisonnement. Quand on a 300 partis politiques, vous croyez vraiment que c'est pour l'efficacité? Oh, c'est ensemble. Et c'est du fait de qui? C'est du fait que quand on a un parti politique, si nous qui sommes sur la table, si on avait un parti politique, Edmond que je n'ai pas d'accord, et qui va créer le sien? Raoul Mopier également. Et il y a division, peut-être on va laisser 3. Ça fait donc déjà 3 partis politiques pour 5 personnes. Or, si on évite des frustrations, si on discute quand même, si on essaye de créer, on n'a pas de consensus, tout ce que vous pouvez imaginer. Il faut bien que les gens s'asseyent sur une table et discuter. Mais or, les partis politiques chez nous, pour la plupart, c'est le leader qui est le patron de tout. Donc c'est lui qui monte le chemin, c'est vrai, mais et puis après, il ne discute avec personne. Ça fait donc que les gens... Après, il monte le chemin, on n'écoute pas. Hein. Oui, à un moment donné, il peut arriver qu'on n'écoute pas. Donc il y a on ne sanctionne pas. Hein. Il y a dans l'instance qu'on sanctionne. On a sanctionné, vous avez vu. Non, on a sanctionné. Vous parlez, on a sanctionné. De l'autre côté. Ceux qui n'ont pas respecté les 2 mandats, on a sanctionné. Ils ont même été convoqués. Merci. Raoul Mopi, il y a cette... comment vous appréciez cette situation? C'est-à-dire que le président national l'UNDP, le Bouba Maïgari, donne la voix, il dit que bon, le parti ira au régional et une section, c'est la rébellion, entre guillemets. Ok. Si on considère les préalables que j'ai clairement posés ici, que notre État est un État néocolonial, ceux qui dirigent cet État sont les valets de l'Occident, on va aussi comprendre que ceux qui revendiquent quelconque statut, c'est-à-dire les chefs traditionnels, sont les valets des valets. Oui. Ma manière de percevoir les choses est différente. En fait, le chef du village tient son autorité, non pas de l'administration. Ouais, c'est une autorité qui est coutumière. Et je comprends mal que un chef qui tient son autorité de ses ancêtres soit le valet, n'est-ce pas, d'un autre valet. Vous voyez? Et vous voyez, moi je suis de l'Ouest. Et quand j'entends, par exemple, que mon chef est auxiliaire d'administration, dans les conditions actuelles, moi ça me pose beaucoup de problèmes. Si on était dans un état, n'est-ce pas, de lutte, un état d'acquisition, le problème serait différent. J'aurais compris que le chef, qui ici n'est plus le valet du valet, qui est plutôt celui qui porte les mêmes aspirations que les détenteurs du pouvoir souverain, vont tous dans la même direction. Parce que dans le cas d'espèce, s'il est le valet de celui qui travaille contre le peuple, il va donc sans dire qu'il est lui-même comptable, n'est-ce pas, des actes que le valet premier pose. Et c'est ça le plus gros problème. Regardez un peu, dans les chefferies à l'ouest, vous savez qu'il y a plusieurs chefferies à l'ouest dans lesquelles les élections sont contestées. Ce qu'on ne pouvait pas imaginer autrefois. Parce qu'il y a une intrusion, n'est-ce pas, de ces valets dans les affaires coutumières. Ces gens veulent placer des chefs qui sont à leur solde. La question donc de l'éparpillement des énergies, comment on le voit dans l'UNDP, pour moi, est un non-événement. Parce qu'un chef qui discute, dit, bon, moi je voulais être conseiller municipal. Conseiller municipal dans quel régime? Dans quel système? Un système néocolonial? Pour moi, ça ne marche pas. Ils doivent gagner en dignité, en restant l'autorité morale qui incarne les valeurs de la tradition. Venir, n'est-ce pas, dans ce sac à crabe, commencer à discuter quelques postes. Certains sont sénateurs, d'autres vont se battre là, ils veulent être députés, d'autres veulent être maires, tout ça. Moi, je crois que c'est du désordre. Et c'est ça. Et vous voyez, ça profite à ceux qui veulent instituer un État irrationnel. C'est-à-dire que vous voyez le chef, vous connaissez clairement son bon politique. Et si donc le parti politique pour lequel le chef a choisi
n'est-ce pas, de faire le Salamalek est la source première de la misère et la désolation des Camerounais. Comment les autres citoyens, membres de cette communauté, vont percevoir le chef? Moi, je dis, un chef doit rester digne. Il n'a pas besoin d'aller dans une sorte de copinage, de coquinerie avec ce genre d'affaires. Il y a un chef pour qui moi j'ai beaucoup d'admiration, c'est le chef Bamondjou. Il est carrément à l'écart de ces affaires-là. Moi, je crois, il y a la hauteur. Sa Majesté Sokoudjou. Oui, Sokoudjou, Jean Rabon. Il y a la hauteur dans ce qu'il faut faire. Entre nous, vous avez dit que dans votre département, il n'y a pas de chefferie de premier degré. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi dans un contexte comme celui-ci? La chefferie de premier degré ne sert à rien. Parce qu'on va fabriquer un chef là, les administratifs vont s'asseoir, ils vont fabriquer un chef, on dit, voilà le chef du premier degré. Bon, quel est le travail du chef du premier degré? C'est simplement apporter sa caution par rapport, n'est-ce pas, à la décrépitude qu'on observe actuellement. Montrez-moi, pointez-moi du doigt 3 ou 4 chefs qui sont inscrits dans une logique de la rupture morale, ce que j'appelle l'insurrection morale. Mais ils sont là, vous voyez, ces élites qui font l'argent des citoyens, utilisent une bonne partie, n'est-ce pas, de leur rapine pour venir construire les chefferies, embellir ceci, acheter les voitures de nos chefs. Mais plusieurs chefs de village sont les receleurs. Il faut le dire. Et pour moi, c'est une trahison, une véritable trahison de la chefferie. Je suis vraiment indigné quand je parle de ces choses-là, parce qu'on se serait quand même dit que le village devrait rester le dernier rempart. Vous savez, quand dans une république, si on va ramener l'impôt au village, vous savez, il y a les sorciers partout. Et quand les sorciers ont travaillé à gâter le village, parfois, il arrive qu'il y ait comme un sursaut moral, où les sorciers disent, à partir d'aujourd'hui, bon, on se regroupe, on ne fait plus la sorcellerie. On va laisser les enfants du village prospérer. Ceux qui vont réussir dans l'école, on va leur laisser la gouvernance. Ceux qui vont réussir dans tel domaine, ils vont travailler peut-être dans l'ingénierie, certains vont travailler dans l'artisanat, certains vont faire ci ou faire cela. Et vous voyez que quand il y a au moins un consensus entre les sorciers, on enterre de manière collective les fétiches. Le sorcier qui va prendre celui de garder par devant lui, n'est-ce pas, un seul fétiche va être fortement frappé. Et c'est ça qui manque aujourd'hui au Cameroun. Tous les sorciers là, qui ont rendu la vie dure à tous les Camerounais, doivent s'asseoir. Si la pression ne vient pas de l'extérieur, que la pression soit quand même interne, qu'ils se disent que en 38 ans, et pour certains, en 60 ans, ils ont fait trop de mal aux Camerounais. Et quand même, qu'ils doivent se dire, il y a un début et une fin à toute chose. Ils doivent laisser. J'ai appris que plusieurs ont peur de la prison. Même la prison. Ils sont déjà en prison. La prison morale. Le fait même de refuser de partir, c'est qu'ils sont prisonniers de leur propre conscience. Ok. Edmond Katé, votre appréciation de ce qui nous vient du Mayouré? Il me souvient que cette partie-là a toujours fait l'objet de quelques récriminations. J'ai même souvent entendu les termes État dans un État, c'est-à-dire que le Ré Bouba, c'est lui, le Lamido, il est considéré comme celui-là qui règne de manière, je vais dire un peu, voilà, c'est-à-dire qu'on a déjà entendu qu'il a même sa gendarmerie, il a sa prison, il a même ses agents qui collectent les impôts. Et donc, il règne un peu de manière impériale. Et il domine sur tout le monde et personne n'a rien à redire. Alors, dans un contexte comme celui-là, il est fort à craindre que certaines personnes ne se sentent plus à l'aise. Et vous avez très bien entendu qu'ils ont sollicité l'arbitrage du MINAT qui n'a pas daigné leur donner suite. Et donc, ça prouve effectivement que de ce côté, il y aurait comme un État dans un État. Donc, le Lamido serait tout puissant, il serait très puissant, et ça peut donner lieu à ce que nous assistons là, c'est-à-dire entraîner, parce que si cette section de l'UNDP, nonobstant l'alliance qui existe avec le parti RDPC au pouvoir, s'ils sentent qu'ils sont mis en minorité et que leurs efforts conjugués seraient vains, in fine. Ça veut dire que ça ne vaut pas la peine d'aller aux élections. S'ils savent que, in fine, c'est la volonté du Lamido qui va s'imposer avec ceux qui l'auraient choisi, lui, d'imposer comme conseillers régionaux et autres, ils se disent que c'est perdu d'avance, c'est pas la peine d'aller, n'est-ce pas, jouer les figurants à cette élection. Et donc, ça les amène à opposer une attitude de défiance à l'égard, n'est-ce pas, je vais dire, du comité directeur de leur parti. Et donc, je crois que ça posait malaise. Et il faudrait que
le directoire de l'UNDP, si c'est comme ça que ça s'appelle, se penche un peu sur la question et voit comment est-ce qu'ils peuvent résoudre cela en interne, quoi. Moi, il faut éviter des situations d'État dans un État. Les lois dans une république sont pour tout le monde et devraient s'appliquer de manière égale à tout le monde. Quand on parle d'une république, on est dans une république. Si on est dans une monarchie, on est dans une monarchie. À partir du moment où le Cameroun est une république, il faudrait que les lois de la république s'imposent à tout le monde. Voilà. El Yambi, est-ce que vous pensez que l'acte posé aujourd'hui par cette section de l'UNDP, pour vous, c'est définitif? Vous ne trouvez pas que d'ici là, le Boba Maïgari pourra faire quelque chose, le MINACT? Est-ce que cette décision est définitive pour vous? Je vais répondre à votre question, mais avant, je vais m'apaisantir sur la place de la chefferie dans la République. Il faut qu'on soit d'accord sur le fait que la chefferie a toujours été un instrument au service de l'administration. Que ce soit déjà pendant la domination française ou britannique, il faut bien comprendre que les chefs étaient des auxiliaires, des éléments pour accompagner l'action de l'administration ou alors pour servir de caution. Parce que c'était a voulu. Tout c'est à pas fait. que c'est ontologiquement, c'est là. Non, je suis en train de dire que la réalité. C'est la colonisation. Je suis en train de dire tout simplement que la domination, notamment française, a imposé une façon, a imposé un savoir-faire, a tout fait pour que la chefferie soit de son côté afin de légitimer l'action de domination. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous avez un chef dans une localité, en général, sauf les cas exceptionnels comme à Reboba, qu'il soit délesté d'un certain nombre de revenus. Lorsqu'on vous enlève de l'argent, on vous enlève la capacité d'avoir une certaine influence ou alors une certaine autorité sur votre communauté. Lorsque vous regardez le processus d'évaluation, d'évolution de notre société administrative, les chefs ont toujours fait partie. Et ce n'est pas une surprise qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'élections régionales, qu'on voit les faunes quelque part. Non, parce qu'en réalité, l'administration doit s'étendre également au sens traditionnel. C'est-à-dire que l'administration doit exister, mais avec le visage du chef. On ne veut pas nous dire qu'en réalité, c'est une administration bis, mais dans les faits, dans la réalité, c'est effectivement ce qui se passe. Il y a une caporalisation de la chefferie par l'administration, il faut le dire clairement. Dans le système néocolonial, c'est ça, parce qu'on ne veut pas disperser les pôles de pouvoir. Il faut qu'on soit clair. C'est ce qui est. Maintenant, j'ai envie de penser que le ministre Bello Bouba va entamer certainement une médiation avec les militants de son parti politique afin que ceci soit réglé. Mais cette situation relève un malaise qui est au-delà, qui est transversal à l'UNDP. C'est plus un malaise national parce que Bello Bouba est incapable de trancher cette question, à savoir en réalité l'influence ou la place de la chefferie dans la République et particulièrement la place de la chefferie à l'extrême nord du Cameroun. Parce que la chefferie à l'extrême nord du Cameroun a encore d'autres particularités. On a affaire non seulement à un chef qui est également chef au sens administratif, c'est également un chef au sens religieux. Et étant en contact avec l'administration, il a une envergure politique. Alors, donc, ce qui fait que c'est une question hautement particulière et très, très complexe. Je pense que le ministre Bello Bouba gagnerait très rapidement à s'intéresser à cette question. Voilà, Raphaël Edougou, vous avez exclu les sanctions, le temps de la médiation, pour que ses camarades de l'UNDP reviennent à de meilleurs sentiments. Oui, premièrement, je crois que le ministre et président national de l'UNDP doit... C'est un message qu'ils ont envoyé Oui, ils ont exprimé leur ras-le-bol au sein de leur parti. Et puis, je crois que c'est donc à deux niveaux, parce qu'il y a des conseillers et membres de ce parti-là d'une part, et certains chefs d'autre part. Et nous l'avons aussi bien dit, que là-bas, les chefs sont en dehors d'être auxiliaires de l'administration, mais ils sont aussi là, l'auxiliaire de Mohamed. Je crois que c'est ça donc, du coup... Ils sont les lieutenants, pas les auxiliaires. Voilà, les lieutenants auxiliaires. Donc, du coup, vous comprenez qu'il y a un véritable problème. Autrefois, on ne parlait pas du Rebouba comme on parle là, parce que, d'abord, même le leader de l'UNDP le sait.
Donc il faut simplement chercher une médiation pour que ces militants continuent de composer leur dossier très rapidement, qu'ils puissent déposer, parce qu'ils ont déjà dit qu'ils vont aller rallier les autres partis pour la marche. Ils ont dit ça. Donc, même si ce n'est pas de manière officielle dans leur communiqué, mais je crois que l'objectif vise cela. Comment ça, vous le disiez à travers... Oui, l'objectif c'est ça. Ils n'ont pas dit cela, mais il faut que... il ne faut pas toujours dormir. Dans mon village, on dit, quand vous couvrez la situation, ça pourrit. Donc, il vaut mieux la sécher pour qu'elle sèche avec le vent et le soleil. Donc, il ne faut pas attendre que ces gens-là retrouvent les autres pour marcher. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord pour les marches, mais je voudrais que les situations... Vous en parlez depuis le début de l'émission. Oui, que des problèmes soient réglés, ce qui est problème posé. Donc, si entre autres, ceux qui ont déclaré cela, et que d'autres veulent se rallier à eux par rapport à un problème de mal-être au sein d'un parti politique, il y a un problème, il faut résoudre. Et si on résout, donc, ils peuvent aller aux élections. Parce que c'est aussi une peine. Non seulement certains sont électeurs, d'autres sont candidats, il faut bien que ça se résout. Maintenant, vous dites que j'exclus pas la sanction. Il y a des canaux, mais je l'ai dit, comment on arrive à être sanctionné, c'est parce qu'il y a eu un problème. Est-ce qu'après la sanction, le problème est résolu? C'est la question qu'il faut se poser. Et si on continue dans ce sens, c'est parce qu'on ne respecte pas les cas de concertation au sein des partis politiques. Dernièrement, même avant la démission de monsieur qui est premier adjoint à mon télé, ça allait dans tous les sens. Est-ce que l'organe décisionnaire de ce parti-là s'est réuni? Il y a un décide pour les autres partis politiques. Il faut multiplier les cas de concertation pour comprendre les problèmes de la base, pour comprendre les problèmes des membres. Il ne faut pas laisser, je dis tous les partis confondus. Vous parlez plus de quel parti là? Tous les partis. Vous voulez que je vous parle du mien? Non. Oui, puisque je suis dans un parti politique. Mais je dis simplement qu'on ne tient pas de manière constante des réunions pour discuter des problèmes. Parce que quand il y a une sanction, il y a eu un problème à la base. Est-ce qu'après la sanction, le problème est résolu? Vous voulez donc, comme vous avez parlé tout à l'heure de la commission Moussongé, vous pensez donc qu'après les sanctions-là, il y a un seul qui avait été exclu. Est-ce qu'après les sanctions, on a tiré des leçons pour dire on en est arrivé comment à ce niveau? Est-ce consensus mal ficelé? Ou alors on n'a pas plus de consensus? Est-ce des mêmes pour recommencer? Parce qu'au niveau de la base, quand on a commencé l'émission, je vous ai dit qu'il faut faire la politique autrement maintenant, surtout à la base, dans nos villages. Vous avez des gens qui ont été sanctionnés beaucoup plus dans l'arrière-pays. Vous ne pouvez pas vivre continuellement à Douala, vous ne partez pas chez vous, comme moi j'irai demain en Gomza. Alors maintenant, le moment venu, on vous impose comme conseiller municipal, il y a un problème. Je ne dis pas que ceux qui sont en Gomza en ce moment ont ce problème, mais il y a eu ce problème ailleurs. Alors en ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu de faire? C'est les responsables du parti à la base, au niveau de présidence de section. Même les personnalités d'accompagnement qui sont là doivent donc les aider à régler ce type de problème. Il en est ainsi même pour l'UNDP. À l'UNDP, oui, parce que c'est l'UNDP qui est sur la table. Donc nous disons donc que nous n'avons pas suivi dans les médias qu'il y a eu des réunions dans ce sens. Vous avez si bien dit, d'abord quelqu'un a témoigné tout à l'heure, qu'ils ont posé le problème depuis. En dehors du président national, il y a d'autres responsables dans le bureau politique qui doivent descendre pour résoudre ce genre de problème. C'est tout ça. À un moment donné, les gens sont donc perdus et abandonnent tout. Or, la politique, nous vivons avec au quotidien. Même tous ceux qui sont de la société civile ont quand même un penchant. C'est peut-être pour ces raisons aussi que la sortie d'Abraham comme fait problème, parce qu'on a l'impression qu'il a un penchant avec un certain parti politique. Il en est ainsi des autres évêques. C'est peut-être pour cette raison qu'ils ne vont pas s'aligner avec lui. Pourquoi ça devient un problème. Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui pensent que les sorties des hommes d'église ont un penchant? Pourquoi c'est toujours... Oui, c'est certains qui le pensent. Moi, je vous ai dit que la vie de Monseigneur Komé compte, comme la vie de notre Camerounais. Il faut donc prendre ces avis-là pour chercher à percer l'abcès. Vous ne pouvez pas poser le médicament sur l'abcès s'il n'est pas percé. Du coup, il y aura gangrène. Donc je crois que de manière très simple, cherchons à résoudre les problèmes de notre pays nous-mêmes,
on ne va pas chercher les gens ailleurs. C'est valable pour les partis politiques, c'est valable pour le quotidien des Camerounais. Donc il y a quand même des problèmes. Et il y a des problèmes. Abraham, comme elle le dit, vous-même vous avez dit qu'on pense qu'il est proche d'un parti. Ce qui vous gêne. avouez qu'il y a des problèmes. Et il y a des problèmes. Dire qu'il n'y a pas de problème au Cameroun, c'est être malhonnête, vraiment, excusez-moi de le dire. Et quand il le dit, on va jusqu'à corriger les copies et tout ça. J'ai vu, avant les copies, j'ai vu au journal, je crois hier ou avant-hier, à la chaîne de télévision Equinox, parlant des routes. Vous pensez qu'on doit... Non, un exemple. Vous savez le langage que vous tenez, non? Quand nous on montre ces images, vous savez bien. Oui, Okay, c'est qui pose le langage, c'est qui pose. Mais je dis donc qu'à partir du moment où les routes font problème, peut-être que vous allez voir Edmond Vangel par là, le bateau de Magnon va donc coûter 200 francs. Parce que la route dans les villes. Oui. Et quand il va coûter 200 francs, qu'est-ce qui fait problème? La route ne passe pas. On dit quand la route passe, le développement suit. Donc vous pensez donc qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Pour aller dans mon village, partir de Yaoundé, c'est 2500 francs CFA, moins de 100 km. Alors, il y a un problème. Et les problèmes comme ça, il faut les résoudre pour éviter que les Camerounais explosent un matin. Comment on va les résoudre quand on ne les présente pas? Les problèmes sont présentés. Je vous ai dit qu'on n'avait pas besoin, pour moi, on n'avait pas besoin de répondre de manière très officielle à Abraham Comé. Quand c'est comme ça, il y a des mécanismes où on peut appeler l'évêque pour dire tel responsable, tel ministre, le premier ministre, le président de la République veut vous recevoir pour ce que vous avez dit. À l'époque de l'autre président, lorsque quelqu'un s'exprimait comme ça, on l'appelait à la consultation sur le président. Il explique les problèmes, il donne ses propositions. Toute contribution compte pour la bonne marche de notre pays. Ne pensons pas qu'il n'y a que les contributions des ministres ou des autres. Non, tout le monde, même ce que nous parlons là, compte beaucoup pour le Cameroun. On va permettre à Edmond de sortir. Vous étiez en train de développer une image terrible de la ville de Douala. J'étais en train de dire, de développer, de donner justement le visage que notre capitale industrielle et commerciale a pris aujourd'hui. Et j'étais de disant qu'il serait très réducteur de croire que aujourd'hui, la mobilisation peut être tout simplement liée, je vais dire, à l'appel du MRC. Ce serait se tromper, ce serait tronquer un peu l'analyse. Je chutais justement avant le journal en disant que un leader d'opposition, un leader d'opinion peut être comme un corps dans un village. Vous savez, quand vous allez à un lieu de deuil, le corps, le cadavre est parfois la cristallisation de toutes les détresses du village. C'est tous ceux qui viennent au deuil pleurer. Il y en a qui pleurent sans même savoir qui est mort. Mais quelqu'un pleure son père, son défunt père, l'autre pleure sa défunte femme, l'autre pleure son défunt frère, l'autre pleure, chacun pleure. D'autres pleurent même tout simplement parce qu'ils sont solidaires des pleurs des autres. La contagion affective. La contagion affective. Et donc c'est le problème dans lequel le Cameroun peut se retrouver aujourd'hui. Il y en a qui sont au chômage. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Il y en a qui sont fatigués de répondre à des sollicitations, Serge Arlin, au jour d'aujourd'hui. Pour nous autres, qui répondons tous les jours à des sollicitations, c'est-à-dire même les personnes qui jamais ne vous enquiquinaient, aujourd'hui vous appellent pour dire « j'ai une facture d'hôpital qui n'est pas payée, j'ai ma facture d'électricité qui n'est pas payée, 5 000, 10 000 ». Cela démontre du niveau de pauvreté que notre pays a connu aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire, j'étais en train de vous dire que quand vous prenez une zone comme la zone Biche, qui est un foisonnement commercial, aujourd'hui, quand vous passez là-bas, c'est la désolation totale. Allez à la zone UC, c'est les herbes qui ont poussé. Allez à la zone industrielle, vous serez dépassé. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une morosité. Et cette situation a été exacerbée, il faut le dire, par la conjoncture liée justement à la Covid-19 que nous avons connue, qui a laminé complètement, littéralement, les économies. Et donc aujourd'hui, on vit dans une société où il y a une telle frustration liée au chômage, liée à la pauvreté, liée à la misère et à tout cela, ce qui fait que si vous faites un focus sur un parti en croyant que ce sont ses militants seulement à lui ou ses sympathisants qui vont répondre à un appel à mobilisation, et là j'entre dans la phrase du prélat pour dire que le désespoir peut être cause de mobilisation. Aujourd'hui, les gens vont répondre, n'est-ce pas, à cet appel-là
pas forcément parce qu'ils ont une sympathie quelconque pour le MRC. Beaucoup ne vont même pas ça. Beaucoup ne savent même pas où se trouve le siège du MRC, mais vous pouvez les voir dehors. Je dois vous dire que lors des années 90, la ferveur, l'euphorie qu'il y avait dans les rues, beaucoup ne savaient même pas ce que veut dire SDF. C'est-à-dire, si vous leur demandiez de définir SDF, mais ils ne savaient pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, Social Democratic Front, beaucoup ne savaient pas. Mais le fait qu'il y avait, n'est-ce pas, une envie d'en découdre, il y avait, n'est-ce pas, ce dénominateur commun qui faisait qu'on était tellement frustrés, on était tellement, je vais dire, opprimés, on se sentait tellement opprimés qu'on avait envie d'en découdre, ça faisait en sorte que les gens se retrouvaient dans la rue. Et c'est la même chose qu'on peut avoir aujourd'hui. J'ai dit la situation économique, la situation sociale du Cameroun aujourd'hui, et j'ai dit vous n'avez pas besoin d'avoir une expertise quelconque en quoi que ce soit, observez tout simplement la société, la pauvreté est, n'est-ce pas, rampante. Le chômage est très élevé et ça fait en sorte que si on n'apporte pas, au lieu de réfléchir pour apporter des solutions idoines à ces questions de société, si on fait un focus sur un parti, je crains qu'on ne se trompe et qu'in fine, ce que nous redoutons tous et que moi aussi je redoute, c'est-à-dire l'implosion sociale, je crains que cela n'arrive par la force des choses. Voilà, merci Raoul, merci à vous Edmond Kouyaté. On va se voir prochainement. Raoul, la rentrée c'est bientôt. Hein. C'est le 5 octobre bientôt, donc vous allez revenir. Merci à vous Raphaël Ndougou. Merci Eric Gambi. Merci à vous. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine. Bonsoir. Bafan.